Salut les amis, bienvenue à l'épisode numéro 57 de Je suis pas un journaliste. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Si je vous l'ai pas dit encore, bonne et heureuse année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé mentale et la santé physique. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, en parlant de santé physique, j'ai vraiment développé un intérêt pour ça, un intérêt sincère, un intérêt qui est primordial pour moi parce que je veux vivre à jamais. Je veux être le plus en forme possible, le plus productif possible, sans nécessairement être un athlète de haut niveau. Et je pense qu'il y a moyen de trouver son équilibre là-dedans et de commencer avec des petits pas. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que de se faire encadrer par des gens qui savent ce qu'ils font. Hein? Pas vrai? C'est-à-dire que si tu as besoin de monter un meuble Ikea, ne m'appelle pas. Parce que je sais rien faire de mes 10 doigts. J'ai les mains de quelqu'un qui fait des réservations. Je suis pas fait pour les travaux manuels. En tout cas, donc il faut bien s'encadrer, il faut bien s'entourer du professionnalisme, de l'expertise, de l'expérience, de la passion des bons individus. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai une invitée qui est super passionnée de l'activité physique, de la nutrition, du lifestyle, hein, qui vient avec, sans nécessairement virer fou. Je pense qu'elle a trouvé l'équilibre entre la santé et, comment dirais-je, de pas trop en faire pour virer fou parce qu'on a l'impression qu'on sacrifie tout. Je vais vous expliquer à travers le podcast. Elle va vous expliquer comment on fait, comment elle a commencé et où est-ce qu'elle s'en va avec la méthode qu'elle a créée. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous présente la seule et unique pour l'épisode 57, la fondatrice de la méthode Vellucci. Est-ce que je le dis bien? Vellucci. La méthode Vellucci. Gucci, la méthode Vellucci. Voilà. La créatrice, fondatrice de la méthode Vellucci, la seule et unique Vanessa Luciani. Voilà. Je le dis bien en italien? Oui. Yes! Magnifique. Yes. Comme un vrai. Comment ça va, Vanessa? Ça va bien? Ça va super bien, merci. Merci de m'accueillir à ton épisode 57. Oh man, tu sais pas, moi, j'ai commencé vraiment là, j'étais tout petit avant de commencer. Là, maintenant, on est au 57e épisode de ce podcast qui me tient à cœur. Ouais. Mais j'invite, tu vois, il y a ton nom ici, regarde, entraîneuse personnelle et fondatrice de Vellucci. T'as vu? Pas pire, hein, comme accueil. C'est pas pire, pas tout. On est préparé ici. Donc, Vanessa, toi, en fait, en fait, là, on rentre en confinement. On est en confinement et l'activité physique, ça a toujours été important. Mais il y a du monde. En fait, les gens vont chercher un équilibre mental pour pouvoir passer à travers. Et on va commencer par le début. C'est quoi ton parcours, toi, à travers avec l'activité physique, ton expérience avec l'activité? Moi, je sais des choses, mais je vais te laisser. En fait, ça a commencé très tôt dans la vie, mon activité physique. Disons que ma mère savait pas trop quoi faire avec moi parce que j'arrêtais jamais de bouger. Il y avait un petit peu d'hyperactivité dans mon corps, dans ma tête. Donc, elle a toujours essayé de me mettre dans des activités. J'ai même nagé quand j'étais bébé. Elle faisait des cours de nage avec moi quand j'avais 6 mois. Donc, ça a commencé très, très tôt, mais disons d'une façon plus consciente. J'ai commencé à danser quand j'avais 3 ans. Faire de la gymnastique. J'ai en fait dansé, j'ai fait du ballet de 3 à 16 ans. Et quand même une très, très bonne partie de ma vie. Ça a un peu formé mon corps, si on veut. Mais j'ai été quelqu'un de toujours très, très actif. J'avais besoin de bouger pour pouvoir être capable de suivre les cours à l'école, surtout au primaire et encore plus au secondaire. Donc, bouger, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. J'en avais besoin pour survivre, si on veut. Donc, à travers plusieurs sports, j'ai trouvé celui qui m'interpellait plus, le basket. Yes, c'est là, parce qu'on est allé au même cégep, on est allé à Vanier ensemble. Voilà. Effectivement, tu étais très investi dans le basket. Et c'était quoi c'était un sport... C'était un sport. Oui, effectivement. C'est un sport. Mais décris-moi la jeune Vanessa de 17 ans qui commence le basket au cégep. C'est vraiment... Parce que tu es allé loin quand même avec ça. C'était vraiment, c'est ta passion là. C'est pas juste tu fais ça le samedi et après tu vas. C'est vraiment, c'est comme dans les films, mettons là, les frères Scott. Toi, c'était les sœurs Scott en fait.
Non? J'avais pas ma sœur avec moi. Oui, mais c'était ouais. genre le même genre de vibe et de passion. Oui, ben, écoute, j'ai commencé à jouer au basket quand j'étais en 5e année. Donc, tranquillement, moi, dans mon temps, maintenant, je peux dire ça, on peut dire ça. On peut dire dans le temps. À 40 ans. En 5e année, c'était mix. Donc, c'était garçons et filles qui jouaient ensemble au mini-basket. Puis, à partir de là, ben, j'ai évolué. Puis, j'ai joué au secondaire dans les niveaux les plus élevés. Puis, arrivé à Vanier, c'était effectivement aussi, là, dans ce temps-là, c'était 3A. Mais maintenant, c'est Division 1. Donc, ils sont plus bons maintenant ou? Oui, ils sont encore bons. Ils ont juste changé la terminologie. Les choses ont changé. Mais moi, mon objectif là, depuis le secondaire, c'était que je voulais partir, aller jouer aux États-Unis comme dans les films. Et tu l'as fait? Oui, tu l'as fait? Une bourse complète. Je suis partie jouer au Tennessee de Vanier. Donc, j'ai fait mes années de cégep. Puis ensuite, j'ai été recrutée. Puis je suis partie. J'ai été jouer au basket au Tennessee. J'étais là-bas pendant 3 ans. J'ai fait mes études. En fait, j'ai fait mes études pour devenir enseignante au primaire. OK. Chose que j'ai faite à mon retour. Donc, et quand tu as eu cette lettre et que le Tennessee voulait de toi, là, décris-moi le feeling d'ouvrir cette... C'est comme dans les films aussi? Ah ben oui. Tu sautes partout dans la maison. Ben, j'avais plusieurs lettres. Je recevais quand même, c'était pas juste une. Fait que c'est le fun de voir les lettres entrer, mais là, on attendait, ça prenait une bourse complète parce que bon, on s'entend que les universités américaines, ça coûte pas juste $1,000 par semestre. Ben, ça coûte un peu plus que ça ici aussi, mais tout de même, on parle de 25-30 000 par année à l'école où moi j'allais. Donc, ça prenait un support financier. Puis, quand j'ai reçu, ben, j'avais quelques écoles, mais moi, je voulais aller le plus loin possible pour être sûr que j'allais vivre mon aventure. J'avais besoin de vraiment vivre ma propre aventure. Je voulais qu'il y ait personne avec moi. Je voulais pas que tout le monde puisse venir me voir constamment. Je voulais vraiment aller vivre mon indépendance, vivre mon aventure. Fait que Tennessee m'a interpellée. Je suis allée visiter, puis moi, je suis vraiment quelqu'un de gut feeling. Hein. Dès que je le sens, je l'ai senti. Je suis partie à l'aventure. Est-ce qu'il y a une grosse culture du sport dans l'institution où tu es allé? C'est vraiment... Ben, c'est américain. Donc, la culture du sport, elle est déjà... C'est américain. Fait que l'université où j'étais, c'était effectivement une université où il y avait vraiment beaucoup d'équipes de sport, football, soccer, basket, golf. Il y avait vraiment plein de sports. Donc, effectivement, oui, tout tourne autour de ça. Puis oui, il y a certains privilèges parce que tu es athlète étudiant. Oui, tu as vécu la belle vie, hein? Ouais. La belle vie de privilège. Tu n'as pas fait le line-up, tu ne payais pas pour tes sandwichs. Mais tu faisais tes devoirs toute seule, personne faisait tes devoirs. Non, ça, j'avoue que non, j'ai jamais été recruter des gens pour faire mes travaux. Ça, j'ai toujours fait. Tu as toujours été discipliné à cet égard. C'est vraiment cool parce que ça t'a apporté, en fait, ça t'a poussé vers la carrière que tu as présentement. Oui, indirect. En fait, je le savais pas, mais ouais. OK, tu le savais pas parce que... Devenir entraîneur personnel, coach nutrition, coach style de vie, ça n'a pas été quelque chose que je croyais que j'allais faire dans ma vie, aucunement. Quand on est jeune, on a des rêves. Moi, je voulais devenir vétérinaire. On est passé par plusieurs phases différentes. Mais quand j'étais déterminée de devenir enseignante, c'était ma passion. J'aime encore ça. D'ailleurs, je le fais toujours. J'enseigne toujours, juste différemment. J'enseigne du 1 à 1 plus, mais la pédagogie de l'enseignement, elle est toujours présente dans ma vie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je pourrais pas m'éloigner. Moi, je suis quelqu'un qui est une aidante. J'aime pouvoir apporter l'aide, pouvoir apporter le savoir pour les autres, leur transmettre ce que moi, je connais, mon expérience, les expériences que je récolte au fur et à mesure. Donc, j'ai adoré mes 10 ans d'enseignement. Je peux pas dire que je suis partie... au moment où je suis partie, oui, c'était le moment pour moi de quitter. J'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de faire autre chose. Il y a plusieurs choses qui s'est passées dans ma vie qui m'avaient fait réfléchir puis qui m'avaient dit, ouais, il faut faire quelque chose qu'on aime faire parce ça prend ça, hein? Parce ça que prend le toujours temps, ça. Ouais. Voilà, le temps n'est pas garanti. Donc, je me suis vraiment lancé les 2 pieds. Là. J'ai juste démissionné. J'ai même pas planifié. Tu as vécu une transformation parce que on dirait que j'étais pas avec toi 24 heures sur 24, mais je l'ai vu à travers les réseaux sociaux et tu as utilisé ça de manière vraiment positive, c'est-à-dire que tu as documenté ton changement. Parce que oui, tu as été une athlète, mais aussi tu es passé par un moment où tu n'étais plus vraiment une athlète, tu étais une civile comme tout le monde, comme toi et moi. Et après, on dirait que tu as fait un espèce de Rocky 4, là. Explique-moi un peu son... Rocky 4. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'avais eu une relation qui n'était pas saine, même abusive, à laquelle j'avais mis fin. Et moi, je m'étais vraiment un peu perdue dans cette histoire-là, mais aussi à travers ma vie
professionnelle, comme je suis quelqu'un de passionné, j'ai tendance à vraiment m'investir énormément dans ce que je fais. Puis c'était le cas aussi quand j'étais enseignante. Beaucoup de difficultés à trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'au courant des dernières années, ça a été ma priorité numéro 1, de trouver mon équilibre, parce que c'est ce qui fait, dans le fond, qu'on atteint des extrêmes puis qu'on n'est pas en santé, finalement. Mm-hmm. Donc, oui, j'avais pris, en fait, beaucoup de poids. C'est très difficile. Je ne sais pas si tu as déjà eu des conversations avec des anciens athlètes qui partent d'un niveau élite, même professionnel, et qui arrêtent de jouer juste totalement. C'est sûr qu'on reste toujours impliqué. Bon, il y a les petites ligues ici et là, mais avec COVID, on n'a pas joué depuis. Mais, puis des blessures aussi. Mais c'est difficile physiquement parce qu'on est habitué à un certain rythme d'entraînement, un certain niveau d'entraînement. Donc, physiquement, en fait, on arrête de bouger, mais on a toujours la même masse musculaire qui requiert la même alimentation, si tu veux. Donc, si on reste pas actif, ben, on a toujours besoin de continuer de s'alimenter de la même façon. Donc, c'est vraiment fréquent. J'avais pas pensé à ça. C'est fréquent, en fait, que des athlètes qui arrêtent ont tendance à soit prendre un peu de poids ou perdre vraiment beaucoup de poids, dépendant quel type de corps on a. Donc, pour moi, ben, j'ai commencé à prendre du poids. C'est un peu à la fois, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, mais au fil des années, ben, j'ai eu le temps d'accumuler un bon 30, 40 livres. Et ben, on s'en rend pas toujours compte immédiatement, ça prend un peu de temps, puis à un moment donné, on s'arrête parce qu'il y a d'autres choses qui se passent et ça nous fait évaluer plusieurs choses. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. J'ai vu, mon Dieu, mais je suis en train de faire un épuisement professionnel. D'ailleurs, ma médecin essayait de m'arrêter depuis 3 ans et je refusais. Parce que moi, je suis comme, tu m'arrêtes ça, tu m'enlèves ma passion, oublie. Là, c'est sûr que je fais une dépression, puis encore plus, là. Donc, j'avais besoin de continuer de faire ce que je faisais, mais je devais trouver mon propre chemin. Puis à partir de là, ben, c'est là que j'ai perdu mon beau-frère aussi à la leucémie lymphoblastique aiguë. Fait que ça a été aussi un rude awakening, comme on dit. Là. Ça m'a fait beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de juste me reprendre en main pour me sentir bien. Je voulais juste bien aller. J'allais pas bien mentalement, j'allais pas bien physiquement. Donc, une chose à la fois. On a commencé avec bouger, qui était... avec bouger, c'était... juste physiquement. OK, juste bouger. OK, on va en venir, mais je veux juste résumer un peu, tu vas me dire si je me trompe. Fait que t'as arrêté de jouer au basket et t'avais quand même... c'est difficile à mettre en mots. T'étais quand même Vanessa, t'as toujours été l'athlète toute ta vie. Là, tout d'un coup, ça arrête, l'école s'arrête, t'as gradué de l'université. Et comme tu as dit tantôt, c'est très important, tu continues à t'alimenter comme si tu t'entraînais encore, comme si ton corps dépensait autant d'énergie, puis à un moment donné, ça te rattrape, mais après tu développes, tu acquiers de nouvelles habitudes et tu t'en rends pas compte, et après tu tournes la tête et tout d'un coup, ton corps il a changé comme ça. Parce qu'on est accompagné en fait tout le long, mais après quand on le fait plus, on n'est plus accompagné. Donc tu es laissé à toi-même à te trouver ton propre chemin dans la vie, sans avoir le sport qui a fait partie de ta vie tout au long. Donc, non seulement je revenais, je jouais plus au basket, mais en plus, je retournais chez les parents. Donc, il y avait tout un autre aspect mental aussi que je devais me dépêcher. On sait ce que ça veut dire quand tu retournes chez tes parents, la bonne bouffe et tout, le confort. Non, oui, mais non. Non? Pas au niveau de l'indépendance. OK. Moi, mentalement, ça m'a affecté énormément de ne pas avoir... Parce que j'avais bâti ma vie pendant 3-4 ans aux États-Unis. J'aurais même voulu y rester. Moi, j'étais bien dans ce que j'avais bâti. Finalement, je suis revenue, en fait, parce que j'étais acceptée à McGill dans la maîtrise. Puis, je croyais pas l'être. Puis, j'ai reçu la lettre d'acceptation. Je suis comme, bon, on va revenir. Mais j'ai fait ça vraiment en reculons, pour être honnête, là. Mais fait qu'à partir de là, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu. L'aspect mental que tu as toujours eu une équipe derrière toi, il y a toujours eu beaucoup d'aspects extérieurs qui t'ont motivé, en fait. Et là, tu te retrouves avec T'es livré à toi-même. T'es livré à toi-même. Voilà. Et t'allais dire quelque chose et je t'ai coupé la parole il y a 2 minutes. Après ça, tu as... je me fais vieux, hein. Donc, il y a des trucs qui sont arrivés dans ta vie qui t'ont poussé, en fait. Des, comment dire, catalyseurs, Fred? Catalyseurs, ouais. Des catalyseurs, Fred. Un tremplin, en fait, Vanessa, qui t'a poussé à faire un changement. Ouais. Et moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ce changement-là. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui est au même point que toi, t'étais il y a 8 ans, ou c'était il y a 10 ans? Non, un peu moins. 8 ans.
Ok. Ça fait 8. Le temps passe vite. Je te jure, Vanessa, le temps passe vite. Ouais. J'ai déjà gardé de la maillot dans mon frigo plus que 1 an et demi et ça passe vite, je t'en rends pas compte. Mais quelqu'un qui vivrait à peu près les... Je sais que nos vies sont des empreintes, mais quelqu'un qui partirait de là où t'es parti, en fait, physiquement, mentalement. Ouais. T'as dit, t'as commencé à bouger. Ouais. Est-ce que c'était difficile, ça, ou t'étais... Je vais te dire honnêtement, est-ce que t'as été avantagé par le fait que t'as toujours été Ben, c'est une sûr athlète? que, bon, oui, il y a une certaine mémoire musculaire, hein, comme on dit. Donc, oui, il y a ça que j'ai ça depuis toute jeune. Alors, c'est sûr que oui, il y a une certaine facilité à ce niveau-là, mais non, c'était pas facile. Moi, j'ai un problème de nerf sciatique depuis que j'ai l'âge de 16 ans. En fait, j'ai fait ma carrière de basket avec ça. Et reprendre l'exercice avec 30-40 livres de plus, c'était l'horreur. J'étais en douleur avec mon nerf sciatique dans mon dos, dans ma jambe, constamment. Donc, quand je dis que j'ai recommencé à bouger, là, je faisais pas des entraînements CrossFit sans finir. Là, je marchais sur un tapis. C'était que ça. Et c'est important, en fait, je pense, de souligner les débuts. 100%. Parce que j'ai l'impression que ce qui se passe, et je peux me tromper, je suis pas un expert du tout, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on se projette trop à l'avenir. Je veux dire, on commence à faire de l'exercice, on se dit, bah, je devrais être rendu comme ce bonhomme que je vois sur Ça, Instagram. j'allais dire, on se projette et Ouais. on se compare. Oui, on C'est se compare. ça, le problème. Ça, Et c'est donc, le toi, problème majeur. t'as juste mis un pied devant l'autre, littéralement, et t'as commencé à bouger. Ouais. Et à Ouais. partir de là, qu'est-ce qui s'est passé À après? partir de là, ben, j'ai été, en fait, pour mes premiers mois, j'ai été accompagnée parce que, pour ma première année même, ben, c'était nouveau pour moi, l'entraînement vraiment musculaire. Là. J'en avais fait parce que je jouais au basket, on était coachés à travers ça dans nos entraînements au quotidien, mais vraiment individuellement, faire un entraînement. Après mes 3 premiers mois de retour où je faisais que marcher, je faisais des petits exercices aux machines pour être un peu plus contrôlée. Là, c'est sûr qu'en ce moment, bon, on est confiné, donc on a besoin de transformer ces exercices-là à la maison dans des circonstances un peu plus à l'intérieur, mais c'est tout à fait faisable. Je le fais avec mes clients au quotidien. Mais vraiment, une chose à la fois, marcher, un peu d'entraînement musculaire, un peu l'alimentation au fur et à mesure, changer, déjeuner, faire des meilleurs choix, mais pas tout en même temps. C'est qu'on se met trop de pression à ce niveau-là aussi. Donc, en fait, les premiers mois, ça a été juste de comprendre comment reprendre tranquillement l'équilibre entre tout ça. Et à travers ça, par la suite, j'étais accompagnée parce que je m'étais donné le défi, parce que, bon, avec la mentalité d'athlète, c'est difficile de juste faire quelque chose tranquillement. J'imagine, ouais. On en veut plus, donc je m'étais donné le défi de faire une compétition de fitness. Et à partir de là, ben, je me suis fait accompagner parce que c'était nouveau pour moi. Donc, j'avais besoin qu'on me coach là-dedans, qu'on me dise ben, dans quel chemin aller, quoi faire pour bien le faire, pour avoir du succès. Et donc, voilà. Et ma première année, ce fut dans l'objectif de faire ça, en fait, d'aller gagner une compétition de fitness. Et ça, en fait, ça fait en sorte que tu as initié un programme par rapport à cet objectif-là qui était Voilà. concret. Voilà. Et je pense, et encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je pense qu'on commence sans avoir d'objectif. Et c'est pour ça qu'on arrête, en général. Ben, c'est sûr que si on commence pour commencer, ben, on se sent un petit peu moins dirigé parce que, ben, il y a rien, en fait. On regarde rien vers l'avant, on fait juste avancer puis observer. Mais avec un objectif, on est capable d'avoir une ligne vers laquelle s'en aller. C'est sûr qu'un objectif sans plan, c'est pas non plus l'idéal parce que c'est bien beau avoir un objectif, mais si on sait pas comment on va y arriver, ça nous sert pas plus. Donc oui, effectivement, mais un objectif, c'est pas obligé d'être compétition de fitness. Ça c'est moi personnellement, ça a été ça. Là, c'est plus ça du tout. Mes objectifs, ça n'a rien à voir. Mais ça peut aussi juste être, bon, d'ici l'année prochaine, par exemple, dans les 12 prochains mois, je veux bien me sentir dans ma peau. Je veux être en santé, je veux avoir des habitudes saines. C'est pas obligé d'être, je veux faire un objectif, je veux faire une compétition ou je veux lever 400 livres au bench press. Chacun a son objectif personnel. Moi, mes clients, la plupart, c'est la perte de poids. Mais dans la perte de poids, ce qu'on recherche, en fait, ce qui va créer la perte de poids, c'est un équilibre de vie. Parce que si on comprend pas qu'une perte de poids, c'est pas juste de la nourriture qu'il faut bien consommer puis bouger, il y a beaucoup plus que ça dans un style de vie qui affecte la santé. Donc, Mais est-ce que c'est...
Je pense que ça soit une compétition de fitness ou pas, je pense que tu l'as dit, tu viens de le dire, l'objectif, il doit être spécifique néanmoins. C'est-à-dire que ça soit dans 12 mois, me sentir mieux dans ma peau ou d'être capable d'aller, je sais pas moi, à un cocktail, ou essayer une nouvelle robe, peu importe, il est spécifique. Mais parce que tout le monde ne sait que c'est bon pour la santé, s'entraîner. Mais si tu viens et tu dis à quelqu'un, entraîne-toi parce que dans 30 ans, tu vas mieux te sentir et tu seras. Tu sais, c'est abstrait pour les gens et c'est trop loin. Et puis, on s'imagine mal vieillir. Tu sais, on se projette moins bien dans le futur. Souvent, les conversations que j'ai, c'est j'aimerais ça accomplir les tâches de la vie normale sans être à bout de souffle. Mais c'est pas spécifique, ça. En fait, oui, ce l'est. Parce que si on met que les escaliers que tu montes à tous les jours, elles sont super pénibles à monter, ça, c'en est un objectif, en fait, qu'à l'intérieur de, ce soit premier, deuxième mois, dépendant à quel niveau physique tu es, que tu atteignes, que tu montes les escaliers pour arriver chez toi puis que tu te sentes bien rendu à ta porte et non que tu es en train de mourir, arriver là. Oui, c'est un objectif. Chacun a son objectif spécifique. Mais à travers ça, les gens, c'est sûr qu'ils vont plus loin. Mais les conversations, c'est souvent où ils ont des enfants, j'arrive pas à suivre mes enfants, je peux pas jouer avec eux, j'aimerais vraiment pouvoir, mais c'est juste que quand on vient juste avec des chiffres, ça, c'est pas non plus une motivation qui est très interne ou intrinsique. Je sais pas c'est quoi, je me souviens plus. Qui est très importante. Intrinsèque. Intrinsèque? Intrinsèque? Intrinsèque, il dit. On va dire importante. 6e année. Hein, mais bon, on t'en tiendra pas rigueur ici. Mais pourquoi en fait le monde, selon ton expérience, il y a des gens qui abandonnent. Je suis sûr que tu as des clients qui viennent te voir toujours. Et après une ou deux séances, il y a des excuses. Le ghosting, c'est pas juste dans le dating. Ouais, non, je sais, chez les entraîneurs aussi, ça arrive. Mais c'est quoi là? Selon ton expérience, quelle est la raison principale pour laquelle les gens abandonnent? Leur objectif n'était pas clair pour eux, de un. De deux, ils ont soit mal mesuré leurs objectifs et des fois même ça se peut que ce soit en fait ma faute en tant que coach mais ces temps-ci honnêtement l'aspect principal c'est financier parce que les situations financières changent vraiment radicalement en ce moment là au niveau à cause de tout ce qui se passe avec le confinement, fait que beaucoup souvent c'est financièrement c'est difficile de continuer d'avoir un coach personnel parce que c'est pas comme un cours au gym là, c'est un investissement envers soi-même. Donc, financier, mais aussi vraiment d'établir puis d'avoir la vraie conversation avec soi-même à pourquoi je veux me remettre en forme et non que ce soit quelqu'un qui me l'ait conseillé, que ça vienne vraiment de soi-même. C'est vraiment ce qui va faire qu'on poursuit. Puis qu'on comprenne que c'est vraiment pour le bien-être de soi et que ça dépend pas de personne d'autre, que c'est pas parce que lui, elle, on fait ça en 2, 3, 6 mois que moi, je vais le faire aussi. Chacun a sa propre histoire. Fait que souvent, les gens se mettent de fausses attentes et ça crée des déceptions. C'est dur. Non, je vais être honnête, c'est dur s'entraîner, surtout avec la vie qui arrive. Si tu as des enfants, si tu as une job, on a si peu de... Bon, je sais qu'avec la COVID et le lockdown, on a beaucoup de temps pour soi-même, mais ceux qui ont des enfants, qui ont une routine... Oui, ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Qui ont en ce moment, l'école à la maison? Oui, il y a un mix dans tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, il y a des gens qui ont le temps. Ça dépend si tu as des enfants, si tu es célibataire. Mais c'est pour ça qu'en bout de ligne, c'est de faire le temps, en fait. C'est peu importe les circonstances, parce qu'on peut tous, d'une façon ou d'une autre, se trouver une excuse pour dire... on comprend aussi, des fois, c'est pas juste des excuses, il y a des circonstances dans la vie, mais... On peut tous en avoir une. On en a tous une. Je pense à 6 en ce moment que je pourrais dire qu'aujourd'hui, je pourrais ne pas bouger. Mais je me rappelle, à un moment donné, tu te levais à 5 heures du matin. Oui, à 4 heures. Mais combien de gens... Jamais? Je sais pas. Tu me dis de faire ça aujourd'hui. Non, exact. Qui fait ça? Et tu travaillais à temps plein. Ah ouais, j'avais... Fait que pour toi, tu te levais le matin, J'avais 5 jobs différentes. OK, laisse-moi raconter ça, Bruno. Je me réveillais à 4h15. J'allais chercher mon ami. Je suis déjà fatigué. Je suis fatigué pour toi. Je suis déjà J'allais fatigué. chercher mon ami à Montréal-Nord. Je partais de Laval. J'allais chercher mon ami à Montréal-Nord pour 4h30 pour que les deux, on soit au gym à 5h parce que ça ouvrait à 5h. Shit. Et puis là, on s'entraînait pendant 1 heure. Il y a des gens dans l'armée qui dorment encore à 4h.
On s'entraînait pendant 1h30 dépendant, bon, tout comment ça se passe, douche et tout. Et là, j'allais à l'école pour enseigner pour 7h30 environ, parce que moi, j'aime ça être c'est pour ça que je me levais très tôt, en fait. T'sais. J'aime ça avoir du temps pour me préparer. Je veux que ma journée soit bon. Et là, même quand je m'entraînais vraiment pour la compétition, je retournais au gym le midi. Et je retournais quand mes élèves... Mais ça, vous n'êtes pas obligés, ils sont pas obligés de faire ça. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Parce que là, il y a des gens qui vont juste fermer la fenêtre et aller manger. Non, mais ça, c'est mon histoire à moi. Puis, mais c'est juste pour dire qu'à travers tout ça, j'ai trouvé le moyen. Le soir, je faisais du tutorat. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Ah oui, je travaillais pour une compagnie. Je faisais du help desk, comme du... support technique. Soutien technique. Soutien technique au téléphone. On m'appelait, je faisais ça 4 soirs semaine jusqu'à 1h du matin. Oh, ouais. Écoute, ouais, j'étais dans un gros hustle. Là. Mais à travers tout ça, tu sais, c'est une question de priorité. Puis des fois, on est comme, oh, mon sommeil. Ouais, mais tu sais, en même temps, est-ce que tu fais quelque chose de super productif entre 10h et minuit le soir? Non, tu sais, va te coucher à 10h. Ça va être plus productif, ça. Oui, mais à l'époque où tu as commencé, il n'y avait pas tous les shit à la télé qu'il y a maintenant, Netflix et tout. Il y avait Bon, je ne suis pas en train de trouver des excuses, mais... Je ne les regarde pas plus. Donc. De 10h à minuit, il y a des trucs super intéressants. Là. Il y a la télé-réalité. Ah ouais? Donc, il y a toujours des trucs à consommer. Il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Ouais. Mais toi, tu t'es fait du temps et c'est impressionnant. À 4h30 du matin. Bon, mettons que tu ne veux pas te lever à 4h30 du matin. Mettons, qu'est-ce qui serait un début raisonnable, mettons? Ben, en fait, chacun a son propre horaire dans la journée. Puis c'est qu'en fait, on se met beaucoup de pression. On se dit, faut que je garde 1h30 pour m'entraîner. Aucunement. Mes clients, en ce moment, ils ont tous des séances de 30 minutes. C'est tout. Et tu peux faire Tu accomplis énormément en 30 minutes. Ouais. J'ai même des entraînements, pas avec mes clients 1 à 1 parce que, bon, c'est pour ça qu'ils sont là, pour 30 minutes. Mais je suis en train de travailler sur un programme qui va sortir bientôt, qui va être disponible très peu. C'est un mois complet. Les entraînements sont 30 minutes aussi, mais il y en a de 15, il y en a de 20. On peut faire des choses vraiment efficaces qui vont faire que tu vas seulement bouger. On veut ça, déjà en partant, ça, c'est un changement dans ton quotidien. Juste de bouger pendant 15 à 20 minutes. Je dis même sortir, aller marcher. Bon, une journée comme aujourd'hui, je dis pas là. Mais aller marcher 15-20 minutes, on bouge. Tu es actif, tu fais bouger ton corps. C'est pas obligé de durer des heures de temps. Fait que des fois, on se met la pression de se dire, faut que je m'entraîne, là, faut que je me change, là, il va y avoir 1 heure, là. Ou on n'arrive pas, justement, ceux qui travaillent à la maison, à séparer. On fait que travailler. Travailler. Que sur l'ordi. Je sais parce que même moi, je le fais des fois. On rentre dans un mode où on dirait qu'on n'arrive pas à peser pause. Mais il faut peser pause. Et même de faire cette pause-là de 20-30 minutes, d'aller bouger, va juste te rendre encore plus productif par la suite. Au lieu de penser que parce que tu vas arrêter pendant 20-30 minutes, tu le seras moins. En fait, non, tu vas accomplir beaucoup plus après parce que tu as donné une pause à ta tête. Tu as fait autre chose avec ton corps. Les hormones sont différentes. Tu as éveillé les endorphines. Tu as... Tout ça, ça... Et justement, en parlant de ça, quand tu te levais à 4h30 du matin et que tu allais t'entraîner pendant 1 heure, à 7h30, et est-ce que tu entamais ta journée de manière productive? Est-ce que ça a tout changé pour toi, mettons? Ah ouais, moi, personnellement, si je ne m'entraîne pas le matin, c'est difficile de faire ça après dans la journée. Parce que tu as toute la journée dans le corps. Faire ça le matin, moi, personnellement, mais encore une fois, c'est une question très personnelle, mais je trouve que de faire ça tôt le matin, là, tu t'installes pour la journée, ça commence déjà la journée en force. Tu as un regain d'énergie qui vient par la suite parce que, justement, tu as bougé dès les premières heures du matin. Puis le déjeuner s'ensuit aussi. C'est rare qu'on va s'entraîner, puis après ça, on va aller manger du McDo. Là, c'est pas trop... Donc, ça t'a rendu, en fait, plus... parce qu'on sait toujours la productivité dans notre société, mais ça t'a rendu plus en confiance dans tes propres moyens pendant ton travail. Absolument. Pendant tes activités professionnelles. Absolument. Donc, tu dirais que ça fait de toi une meilleure prof? Ah oui. Leading the witness, bro. Comme dans les films, ça fait de toi une meilleure prof parce que t'étais... Oui. T'as eu... Et même à travers ça, mes élèves me voyaient aussi. Alors, j'étais un exemple pour eux. Même eux, Madame, ce matin, c'était quoi? Un grand intérêt envers, bouger, s'entraîner, tu sais. Et même des fois, dans nos cours, ils disent, Madame, je pense qu'on irait prendre une marche. Puis je suis comme,
Ouais, on va y aller. Ça va vous faire du bien. Fait qu'il y a tout aussi un autre aspect qui venait. Puis des fois, on pense que, tu sais, il y a personne à mon travail qui prend une pause pour bouger. Il y a personne. Ouais, mais ça prend juste une personne à commencer pour montrer. Puis après ça, on inspire les autres autour. Puis finalement, tout le monde devient beaucoup plus productif en prenant un peu de temps pour un mental break. Puis ça fait juste du bien à tout le monde sans que ce soit juste comme on travaille de 8 à 7. J'ai des clients qui sont avec moi en ce moment, ils travaillent de 8 à minuit. Là, je suis comme, mais non. Juste non. Ouais, on peut pas faire ça tous les jours comme ça. Puis ils arrivent à un point, puis c'est la raison pour laquelle ils sont avec moi, c'est qu'ils sont pas bien. Ils se sentent pas bien. C'est un désordre. En fait, est-ce que tu dirais... Je suis désolé, j'ai toujours l'impression de te couper. Vas-y, non. Mais je m'excuse parce que c'est super intéressant. Et j'ai l'impression que tu es bourré je sais que tu es bourré de savoir et je veux en absorber le plus possible pour moi et pour ceux qui nous regardent en ce moment. Pas en ce moment, mais en tout cas plus tard. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je me fais vieux. Mais est-ce que... Par quoi... Moi, j'ai l'impression qu'on sous-estime les débuts. J'ai l'impression qu'en général, en tant que société, on sous-estime les débuts. Le commencement, c'est super important. Mettons, on veut toujours, genre, OK, je commence à m'entraîner, mais dans 6 mois, je vais ressembler à Chris Hemsworth, le gars dans... En tout cas, peu importe. Mais c'est pas la réalité, ça. Est-ce que tu dirais que, si on veut être honnête, que ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ton intensité avec laquelle tu t'entraînes. En fait, la constance. De ta constance. L'intensité aussi. De tout ce qu'il y a autour de toi, la nutrition, ton désir pour vraiment en faire une priorité et aussi de ta génétique. Ben, c'est sûr. Ou est-ce que je me trompe? La génétique. C'est sûr qu'on est tous, on a tous notre propre génétique. Mais la génétique, je trouve que des fois, c'est vraiment utilisé comme une béquille, là. Tu trouves? Il n'y a pas des gens que, genre, ils font 3 fois, ils y vont 3 fois, puis tout d'un coup, ils ont des meilleurs résultats que quelqu'un que ça fait 3 mois? Oui, je dis pas le contraire, mais dans le sens où la génétique, ça veut pas dire que tu peux pas le faire. C'est juste qu'il y a certaines personnes pour qui l'alimentation, la nutrition va affecter différemment. Comme, en anglais, il y a un dicton qui dit one man's food is one man's poison. OK, ouais. Ça peut être vraiment bon pour une personne, mais comme totalement poison pour l'autre. C'est la même chose aussi dans l'entraînement. Tout le monde n'est pas fait pour aller faire du powerlifting puis de l'haltérophilie. Tout le monde n'est pas fait pour aller nager en compétition, mais tout le monde peut bouger. Il s'agit juste de trouver ta façon à toi qui te fait du bien de bouger. Mais la génétique, c'est sûr que oui, il y a un certain aspect que ça se peut que toi, physiquement, une fois que tu bouges, une fois que tu ajustes ton alimentation, ça se passe comme ça. Et ça se peut que pour toi, ça prenne un peu plus de temps. On a tous une certaine résistance aussi. Bon, là, si je rentre dans les détails, résistance à l'insuline, résistance... Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, des hormones qui répondent moins bien. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde. Il y en a plein. Il y a plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens à dire... Il faut vraiment se concentrer sur soi et non se comparer. Parce que le plus on se compare, pire c'est. Surtout dans un mode où on travaille vers un style de vie sain. Chacun a ses circonstances. Mais ça aussi, c'est tough parce que à la portée de notre téléphone, on a Instagram. Il y a toujours quelqu'un de plus fit, de plus grand que toi, de plus costaud. Et il va toujours avoir. Et le meilleur moyen, selon toi, de faire la paix avec ça, c'est de se comparer de soi à soi. De là où tu étais, mettons, il y a 2 jours, ou il y a 1 semaine, et où est-ce que tu es rendu? Est-ce que il y a des gens qui le font plus facilement que d'autres, mais est-ce que tu as des outils pour ça ou c'est ton travail à toi? Moi, je fais juste encadrer, te fournir le programme. Ah non, bien sûr. Où il y a vraiment un travail psychologique. Ouais. Ben, tous mes programmes, c'est coaching mindset. Donc, vraiment un coaching où on va aller travailler au niveau des habitudes, des comportements. Parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans la perte de poids et dans le regain d'un style de vie sain. Je me dis pas psychologue du tout, là, mais il y a certaines stratégies. Il y a de la psychologie même partout, chez les coiffeurs, chez les humoristes. Ça fait partie de notre vie, ça veut pas dire que... On n'est pas dit psychologue, mais exactement. On en partout, il y a de la psychologie dans tous les domaines. Donc oui, il y a un très, très grand aspect mindset sur lequel on travaille parce que si on n'a pas été mettre le doigt sur ce qui te bloque, en fait, parce que souvent... La plupart de mes clients ont essayé tout plein de choses, surtout des diètes passagères, là, parce qu'ils veulent des résultats rapides. Puis ils vont peut-être même obtenir des résultats, mais ils vont reprendre 2 fois le poids par la suite parce que c'est pas des résultats qui sont permanents.
C'est pas honnête. Ou T'as pas transpiré pour ces résultats. T'as pas transpiré pendant des années. Que oui, sauf que justement, ils ont fait ça d'une façon tellement extrême qui n'était pas soutenable au quotidien, de façon hebdomadaire. Et donc, après ça, ils abandonnent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment commencer par, en fait, c'est quoi ma routine? À quoi ça ressemble? À quoi ça devrait ressembler? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Comment je peux l'adapter pour moi? Fait que ça, c'est sûr que ça fait partie de mon travail parce que moi, je donne les outils à mes clients pour en fait déterminer, OK, si j'utilise cette stratégie-là, de quoi ça a l'air? Puis même, chacun est différent. Oui, j'ai un programme parce que je sais où je m'en vais. Ça fait partie de mon programme de nutrition et de style de vie sain, et d'entraînement personnel. Mais à travers ça, chacun est différent. Donc, quelqu'un que normalement, j'aurais peut-être pu faire ça dans le mois 4, je le fais dans le mois 1 parce que la personne a vraiment un besoin de travailler la routine du matin parce qu'elle boit 3 cafés, elle saute, elle mange pas jusqu'à 2 heures parce qu'elle s'en rend pas compte. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Donc, il y a tous les outils qui viennent avec ça pour aider à développer de meilleures habitudes ou à changer parce que les habitudes, on peut pas les éliminer. Elles sont là. Donc, on peut les changer ou en prendre de nouvelles habitudes. Mais c'est vraiment je trouve que ce qui est dur, c'est, oui, l'exercice, c'est une chose, c'est tough. Être en forme, à partir c'est tough. Là. Et si tu veux vraiment être en forme, c'est tough, mais c'est valorisant, il faut le faire. Parce que après, ça t'apporte une qualité de vie. Ça, on est tous d'accord avec ça. Plus productif, t'es meilleur prof, les élèves te suivent. C'est un exemple, mais t'es bien dans ta peau. Mais le côté nutrition, parce qu'il y a une grosse partie qui est nutrition là-dedans, en fait, on va dire. Ça, c'est tough, ça. Ah, c'est très, très difficile. Parce que la société elle-même, on est une société de consommation et ça a aussi un effet sur la nourriture. Puis pourquoi c'est l'aspect le plus difficile et pourquoi on dit que la nourriture, c'est 80%, puis que l'entraînement est 20% et qu'on donne ce genre de pourcentage-là? C'est parce que pendant que tu t'entraînes, 30 minutes à 1 heure, c'est tout après ça. Là. Tu bouges plus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais le reste de ta journée? Tu manges ou tu vois de la bouffe ou tu es en contact avec les médias sociaux, tu vois une recette, ou tu n'as rien à faire, donc simplement parce que tu t'ennuies, tu as envie de manger, ou il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe, tu as envie de manger. On mange nos émotions. Quand on s'ennuie, on mange. Quand on est content, on mange. Voilà. Et donc, ça comporte la plupart de ton temps. Donc, c'est pour ça que c'est le plus gros du travail parce que c'est le plus demandant. C'est ce qui occupe le plus de ton temps dans ta journée. Donc, si ces choses-là sont pas adressées, même si tu t'entraînes comme un malade, c'est sûr que ça va faire une différence parce que tu dépenses beaucoup d'énergie. Mais en bout de ligne, tu pourras pas continuer de t'entraîner comme ça, comme un malade constamment. Tu pourras pas faire durer ça une vie. Donc, de développer des habitudes qui sont vraiment plus constantes, qui sont possibles d'avoir constamment. Donc, par exemple, faire de l'exercice 30 minutes 3-4 fois par semaine, c'est beaucoup plus réaliste que de t'entraîner pendant 1 heure tous les jours de la semaine parce que tu manges moins bien. Donc, c'est vraiment ça. C'est des meilleurs amis, là. Ils vont pas un sans l'autre. Et c'est pourquoi la nourriture, c'est la plus grosse partie parce que ça occupe beaucoup plus de ton temps. Est-ce que tu dirais aussi que tu disais tantôt en anglais ce qui est le poison de quelqu'un et la nourriture de quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens qui peuvent bouffer n'importe quoi, ils vont avoir... Ça, c'est pas juste ça, c'est la vie. C'est comme moi non plus, je trouve pas ça juste. Mais ça existe, ça. C'est pas un mythe. Moi non plus, je suis pas contente que je peux pas manger une poutine puis que ça me fasse rien. Ouais. Mais c'est pas le cas. Moi, ça m'affecte. Ouais. Mais c'est un fait, ça. Il y a des gens, Mais en même temps, faut pas oublier aussi que il y a des gens pour qui ça paraît pas maintenant, mais que ça va peut-être paraître plus tard. Dans le sens qu'ils se nourrissent pas bien en ce moment. Ils font pas des bons choix santé, que ce soit nutrition, boisson, etc. Et ça, des fois, ça rattrape à un moment donné parce que veux pas de nourrir constamment avec des choses qui apportent pas grand-chose puis qui font fonctionner beaucoup plus certains organes que d'autres. À un moment donné, des fois, il y a des choses... Bon, je le souhaite à personne, mais il y a des choses qui peuvent comme plus fonctionner. Des conditions médicales qui sont, peu importe ton apparence, vont survenir. Ça aussi, il y a un certain génétique là-dedans. Donc, il y en a qui sont prédisposés à avoir une certaine tendance et plus que d'autres. Puis, il y a aussi des gens qui ont bien mangé toute leur vie, qui ont des choses qui se passent aussi. Ça, c'est
c'est la vie. Mais si on peut au moins faire le plus qu'on peut quand on a le contrôle de ça, on essaie de le faire. Absolument. Et puis, si j'avais, mettons que quelqu'un de mon âge, en 38 ans, pas très athlétique, il veut commencer à s'entraîner, tu dirais, quels sont les exercices? Le type d'entraînement le plus important quand tu approches la quarantaine, que tu sois ou ça dépend de toi? Ben, c'est sûr que oui, ça dépend de toi, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a certains aspects de l'entraînement que tu pourrais travailler plus parce que juste tu es plus à l'aise. Donc, c'est ce qui va t'encourager à bouger plus parce que tu aimes, en fait. Donc, c'est sûr que moi, je vais toujours essayer de commencer avec quelque chose qui t'interpelle pour que ça fasse du sens pour toi. Maintenant, au niveau de l'âge où tu es rendu, je trouve que ça n'a pas vraiment de lien. C'est vraiment plus tes limitations au niveau de ton corps, mobilité, flexibilité, etc. Mais même à partir de là, tu peux tout faire en commençant au premier niveau et en évoluant. Que ce soit au niveau flexibilité, tu pourrais faire du yoga comme tu veux. La première journée, ça risque d'être un petit peu rigide. Tu vas avoir moins de mouvement. Mais c'est tough le yoga. Voilà, mais à tough. mesure que tu avances et que tu continues, tu fais ta petite routine tous les matins, la même routine pendant un certain temps. Tu changes de routine, après tu explores de nouveaux mouvements. C'est la même chose au niveau de l'entraînement. Tu commences, tu travailles le squat sans poids, tu travailles le squat en t'asseyant, si tu es au niveau de commencer en t'asseyant. Et après ça, tu évolues. Là, tu deviens plus fort à travers ce mouvement-là et tu continues d'augmenter l'intensité, la résistance, le tempo, etc. Mais est-ce que c'est bon aussi, mettons, d'essayer complètement quelque chose de nouveau, même si on est inconfortable? Parce que parfois je remarque, je sais que ça paraît évident là, comme réponse ou comme question. Mais quand je vais dans la salle d'entraînement ou quand j'allais dans la salle d'entraînement, quand c'était ouvert, je voyais des gens, tu vois qu'ils sont bons dans les squats. Tu vois qu'ils ont une certaine facilité. Je les connais pas, mais tu vois qu'ils ont une certaine facilité avec ça. C'est pas important d'essayer quelque chose dans lequel t'es pas bon. Tu vas être pourri et après ton corps, il s'adapte. C'est parce que, et comme c'est difficile, tu développes de nouvelles qualités, des muscles, de la flexibilité, en tout cas, peu importe. Ouais. Ou vraiment, tu augmentes l'intensité dans le domaine dans lequel tu es fait pour. Genre, cette personne qui fait des squats de 3 plaques, à un moment donné, elle va mettre 4 plaques, puis c'est correct comme ça. En fait, ça dépend de l'objectif, encore une fois. Si ton objectif, c'est d'aller faire une compétition d'haltérophilie, il faut que tu augmentes à 4 plates. Tu comprends? Mais si ton objectif, c'est de créer un équilibre de vie, d'être bien équilibré dans ton corps, de juste te sentir bien, oui, je vais t'encourager à essayer tout plein d'exercices. Puis, s'il y en a un, on devient très bon, on va passer à l'exercice qui est la version plus complexe de celui-là. Donc, le squat, on a les 2 pieds à plat. C'est un mouvement qui est quand même très contrôlé. Après, on peut passer aux fentes. Parce que les fentes, c'est plus difficile. Il y a un travail d'équilibre plus présent. Donc, il y a plein de variétés qu'on peut amener. Mais c'est sûr que moi, oui, tous mes clientes, elles le savent, ils le savent, je vais toujours les amener un peu plus loin. Dès qu'on commence à... T'en as qui sont morts de l'exercice. Ah ouais. Je vais te dire un truc, je vais te dire une petite parenthèse. Il y en a qui sont des entraîneurs qui sont comme... Pas tout le monde, mais il y en a qui sont déçus de leurs clients. Et ça, genre, il y en avait une qui me disait... il y a longtemps, là, elle m'a dit j'aime pas beaucoup mon travail parce que je trouve que mes clients sont pas en forme. Et ceux qui aiment beaucoup leur travail, les entraîneurs qui aiment beaucoup leur travail, sont ceux qui sont pas très en forme. Ça fait du sens, c'est-à-dire que genre, moi je me rappelle, elle nous poussait, et même à un moment donné, j'ai vomi. Puis je me suis dit, ok, c'est bien qu'elle nous pousse, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait du monde dans ton cours. Non, il n'y a pas un sort de... Mais elle, c'était genre... Puis elle était vraiment, vraiment super fit. Puis elle faisait des reps et des reps. Mais tu voyais que ses fibres musculaires étaient faites pour ça. Elle a travaillé pour. Mais les gens dans sa classe ne suivaient pas. Puis qu'à un moment donné, c'est comme... t'as besoin de clients quand même. C'est ça, j'allais dire. Ça, you have to read the room. Là. Mais je veux dire... Moi, je suis content de l'avoir rencontrée et tout ça, mais elle m'a avoué que, tu sais, parfois, c'est difficile. Parce que je trouve que mes clients ne sont pas assez en forme ou ils ne sont pas assez de... Ça devient ennuyant pour nous, en fait.
Parce que surtout, si quelqu'un comme elle qui est vraiment élite, là, niveau élite, j'ai une amie comme ça, c'est fou, là, c'est un robot. Ouais. Mais pour eux, c'est sûr que de faire une séance avec des débutants, c'est pas très stimulant parce qu'il se passe pas beaucoup de choses, c'est tranquillement, c'est une chose à la fois. Fait que c'est ça, c'est sûr que, ouais. Donc, en fait, c'est à l'entraîneur de changer de circonstances et pas au client de... C'est un service. J'offre un service. Ouais. Et si je veux pas offrir un service à des gens comme ça, je l'offre pas à des gens comme ça. Ouais. Pour ça, on dit, tu as un peu ta niche, puis c'est là que tu te situes. Ouais. C'est juste pas sa niche. Mes clients sont pas sa niche. Parce que... man, parfois je dis, c'est un... Mais en même temps, ceux qui vont à son cours... Si le monde vomit, si le monde finit... Mais non, parce qu'on commençait, on était 12. Ah, OK, c'était les premiers. Après, on était genre... il y a longtemps, là, on était 7. Il y avait toujours une excuse, toujours un gars qui pouvait pas venir. Après, à un moment donné, on est 4. Ouais. Là, je fais comme... il y a quelque chose, là. L'intensité est un peu trop... Et puis moi, je suis pour l'activité physique, mais... c'est faut qu'il y ait du monde, c'est le fun, ça motive les gens, ça te motive aussi. Mais comme tu as dit, à un moment donné, si c'est pas ta niche, va chez les Alouettes de Montréal et peut-être que tu vas être plus satisfait. 100%. Mais parfois, c'est juste un mauvais mariage. Mais tu vois, j'ai un cours que je donne c'est un cours corporate, là, comme pour les business. Dans le fond, je donne un cours en Zoom. Puis, j'ai à peu près 25-30 personnes aujourd'hui au lunch. Et j'ai aucune idée, ils sont à quel niveau. Tout le monde a les caméras fermées. Je peux même pas les voir. Ouais. Moi, en humour aussi, on fait ce genre de gig aussi. Vraiment difficile. Mais donc, moi, je sais pas à qui j'ai affaire, donc je dois donner tous les niveaux. Donc, il va y avoir des mouvements, je vais dire, OK, voici l'option 1, voici l'option 2, si tu as besoin de plus, voici ce que tu peux faire. Donc, comme ça, tu les rejoins tous, tu vois. Donc, moi, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est important d'être capable de t'adapter à ta clientèle si tu souhaites l'aider. Maintenant, si toi, tu veux une clientèle plus performante, il faut aller chercher la clientèle plus performante. Ouais. Pour que ça te il faut trouver un bon mariage. Il y a des entraîneurs pour lesquels tu vas faire des séances avec eux. Mais il y a des clients qui aiment ça. Voilà, même s'ils sont pas au niveau, ils aiment se faire pousser là, à fond, puis ils aiment sortir de là puis être épuisés. Puis ça, c'est correct. Si ça, c'est ton dada, vas-y. Et il faut trouver l'équilibre, tant chez l'entraîneur que chez le client. Ouais. Mais la méthode Vilucci, la méthode Vilucci, décris-moi, c'est quoi? Si moi je suis client et je viens et je cherche des services, un encadrement avec toi, c'est quoi exactement? En fait, ma méthode comporte vraiment les 3 aspects qui, je crois, sont les plus importants dans une transformation de style de vie, perte de poids, pour vraiment avoir une santé optimale, qui sont justement le mindset, la nutrition et le mouvement. Donc, ma méthode comporte ces 3-là. Comment je fonctionne, en fait, c'est qu'on a plusieurs séances par semaine. Les clients choisissent entre 3 ou 4 séances par semaine dans lesquelles on bouge. La plupart des sessions, 3 ou 4 par semaine. Et l'autre, c'est une session vraiment de coaching où on fait un check-in. Dans le fond, on regarde comment ça se passe, quels sont tes succès de la semaine, psychologie, quels sont les défis, voilà. Et on va se concentrer sur 1 à 2 habitudes par semaine sur lesquelles on va bouger. Des fois, c'est une seule, des fois, c'est la même. On évolue, c'est vraiment très, très, très progressif parce que mon objectif, c'est que oui, tu atteignes tes objectifs de perte de poids, mais qu'ils soient soutenables, mais qu'ultimement, tu aies une santé optimale puis que tu puisses vivre, faire tout ce que tu veux faire, te sentir bien dans ta peau, te regarder dans le miroir, être fier de toi, vraiment d'avoir un sentiment de confiance en soi, le self-love. Ouais, j'ai vu cette transition avec tes clients sur les réseaux sociaux, puis vraiment, c'est impressionnant à voir. Puis j'ai l'impression aussi que tu offres un service personnalisé, il n'y a pas vraiment d'ego dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'ego dans le service que tu donnes aux clients. Tu étais à l'écoute de tes clients et tes clientes. J'en vois de tous âges, si je me trompe pas, de tous âges, de toute expérience différente. C'est génial à voir ça. Ils ont l'objectif commun de vouloir se sentir à leur meilleur et de vraiment mettre leur santé en avant-plan.
Est-ce que il y a quelque chose, est-ce qu'on peut te suivre à quelque part? Bien Quelqu'un peut te sûr, trouver? bien sûr. Si je cherche Vanessa Luciani et sa Velucci méthode, qu'est-ce que je fais? Ouais, ben en fait, Instagram, Facebook, c'est toutes les mêmes handles, c'est tous les mêmes noms. La méthode Velucci, The Velucci Method, c'est partout la même chose. Auparavant, j'étais Velucci Fitness, donc si vous voyez celui-là, c'est moi aussi. Ben écoute, ça change, on s'adapte, hein. Ouais. Tu t'adaptes, il faut Ben, s'adapter écoute, aussi comme avec les besoins. Comme tu as si bien dit, effectivement, mes services sont très personnalisés. Puis honnêtement, je suis vraiment fière du cheminement que j'ai fait. Je suis super satisfaite d'où ma business est C'est une rendue. vraie histoire américaine. C'est comme dans les films. Sérieusement, parce que t'es parti de genre. C'est comme genre. Je disais Rocky tantôt, mais ça peut être Wonder Woman, n'importe quoi. C'est de genre. Athlète, super athlète, bourse d'études aux États-Unis. Après, t'es allé dans un autre domaine. Ouais. Puis il y a des choses qui te sont arrivées et t'as remonté la pente. Ouais. Mais moi, je l'ai vu. J'étais pas avec toi tout le temps, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est positif Tu à l'as cet pas égard. mentionné, mais on s'est entraînés ensemble. On s'est entraîné une fois, puis tu m'as traité de débutant. Mais j'ai vu la progression Ouais. et ça a pris des années. Mais bien et ça a sûr. donné ce résultat. T'es vraiment équilibré professionnellement. T'es indépendante dans ton travail, bourré de passion. Il y a des résultats. Les gens ont le sourire. Vraiment là. Ouais. J'allais dire citoyenne exemplaire, mais je suis pas députée. Oh. Mais c'est génial, Merci. Vanessa. Ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est oui, quand je travaille avec les gens, j'adore, je les aide à tout faire, à atteindre vraiment un état. C'est vraiment un état mental et physique, mais un état mental, parce que quand on se sent bien, tout le reste, tu sais, ça va bien. Puis, c'est de les voir par la suite aussi, parce que j'ai des anciens clients, moi, ça fait 2-3 ans, même plus que ça, puis ils vivent encore d'une façon super saine. L'exercice fait partie de leur vie, la nourriture, c'est bien, ils ont gardé leurs résultats. Ça, pour moi, c'est le succès, parce que c'est ça que je veux voir. C'est ça que je promouvois, c'est que les résultats, que le style de vie, il est soutenable. Donc, Ouais, qu'il soit pas irréaliste. Non. Comme non, tu vois qu'on sur développe vraiment Instagram, parfois, là, tu fais comme tout le monde sait que tu te dopes. Mais ouais, attends, j'ai vu un meme à un moment donné, c'était écrit oui, c'est ça, tu reviendras me voir à 40 ans, à voir de quoi t'as l'air. Puis parce que tu sais, c'est toutes des super Non, mais- filles, 20 ans, puis, parfaites. À un moment donné, je tombe sur le profil de quelqu'un, il joue avec des. Tu sais, il s'entraîne avec des ballons, des poids super légers, mais le gars est costaud, et costaud. Je veux dire, écoute, je veux pas, je sais pas. Je suis pas un expert, mais c'est sûr que tu vas t'entraîner dans un gym et tu pousses des gros poids. Ah bah oui, et en plus, tu peux tu pas fais faire juste croire ça. aux gens Ouais, qu'en ouais, non, je faisant comprends. des 10 livres et avec un ballon, les petits ballons là, des petits 10 livres, que tu vas être musclé Ah comme ça. Non, mais non. Tu vas peut-être être en forme, mais pas comme toi, mon Il a vieux. fait un travail en parallèle. Il y a un peu de travail en parallèle qui montre pas. Voilà. Et qu'il dit, avec ses petits poids, il le dit pas. Mais en le faisant, les gens font comme, ah, tiens, je peux être. Non. Hein. En tout cas, Vanessa, j'aurais aimé que ça dure 2 heures. Ouais. Mais tu vois, ça passe vite, je te l'ai dit. Hein. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Ben, écoute, si quelqu'un cherche à commencer quelque part, commence tranquillement, une chose à la fois, boire un verre d'eau au lever le matin, une marche dans la journée, 10-15 minutes, c'est déjà un début. Et à partir de là, une étape à la fois, on y va avec le reste. Et après, on se retrouve dans les CrossFit Games. He's done 30 reps in 30 seconds. He's a beast. Mais tu dis Non. ça, mais j'ai été à un gym de Oui, je CrossFit sais, je pendant sais, 15 ans. mais- je faisais mais- je faisais mes propres entraînements. J'en ai fait un peu. Tu as évolué, tu t'es transformé, tu t'es ajusté. Ah ouais, euh, je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la vie en général. Voilà, puis je l'ai fait, puis j'ai dit, ah non, tu vois, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'aime l'équilibre. Ça devenait encore trop intense. J'essayais de m'éloigner des extrêmes. Là. Puis comme tu as dit, il faut que ça soit soutenable. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Fait que c'était notre épisode numéro 57. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vais mettre un lien en bas pour pouvoir... abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y aura des épisodes qui vont sortir à chaque semaine où on aura des conversations palpitantes, intéressantes pour apprendre et se coucher moins niaiseux. Aujourd'hui, on a eu Vanessa Luciani de Velucci Method, la fondatrice. Vraiment super intéressant. Merci, J'aurais aimé Bruno. que ça dure beaucoup plus que ça, mais
Le temps passe vite. On fera un part 2. Ouais, exact, on fera un part 2. Tu reviendras à un moment donné, l'été 2022. Voilà. Et puis, ça va être Vellucci méthode 2.0, j'imagine. Mais merci d'avoir été des nôtres. C'est beaucoup. Bruno Lee, votre animateur. Il y a le lien Patreon dans les commentaires. Et puis, il y a aussi la petite cloche en bas avec les notifications YouTube pour s'abonner. Abonne-toi, mon vieux, si tu veux voir d'autres vidéos super intéressantes, super captivantes. Et voilà, j'en dis pas plus. Merci tout le monde. Faites attention à vous. Ciao.